Bonjour. Le 24 janvier de cette année, on a assisté à la passation de pouvoir entre Joseph Kabila, le président sortant, et Félix Tshisekedi, candidat de l'opposition. Tout le monde parle de passation pacifique de pouvoir. De cette même année, nous avons reçu Patrick Yogo, qui est un cadre congolais qui travaille à la société Solvay. Première question, il y a 7 mois, vous disiez que l'alternance n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, quid? Il vous souviendra qu'en son temps, je vous avais dit qu'il faut encore attendre que toutes les institutions de la République puissent être installées. Tout à fait. Et c'est le cas aujourd'hui. Le gouvernement a été installé fin août. Voilà, le Parlement ainsi que tous les bureaux définitifs des différents parlements ont été aussi, des différentes assemblées législatives ont été installées. Toutes les institutions, les 4 grandes institutions de la République sont là. Maintenant, lorsqu'on passe en revue ces 4 institutions, on observe que la majorité ou l'âme de toutes ces institutions reste et demeure l'esprit qui a animé l'administration passée. Oui, c'est vrai que les hommes n'ont pas été encore changés. Tout à fait. Ouais. Les hommes n'ont pas été changés. Dans le processus de décision, nous allons observer qu'en démocratie, c'est la majorité qui prévaut sur la minorité. Et cette majorité, le regroupement politique appelé FCC, là encore, à tous les échelons. Donc vous maintenez que, si je comprends ce que vous voulez dire, Félix Tshisekedi peine à amorcer les réformes qu'il avait promis. Je ne dis pas ça. Je dis que la classe politique telle qu'elle est aujourd'hui n'a pas changé. Il y a eu certes quelques amendements, on va dire. Le président de la République proclamé est issu de l'opposition. Quelques ministres sont issus des partis politiques qui forment leur regroupement politique. Mais les réformes sont des réformes de la République, de toute la République, non des réformes partisanes. Alors nous allons voir, avec l'année qui va s'entamer dans quelques semaines, comment l'action gouvernementale va matérialiser cet élément d'extranéité qui est un individu issu de l'opposition qui est aujourd'hui à la tête de l'exécutif comme président de la République. Donc selon vous, il n'y a eu aucun changement? Ce sont des changements superficiels, pour ne pas dire épidermiques. Les changements ne sont pas encore là. Passons un peu en revue certains points. Sur le plan économique, qu'est-ce qui a changé selon vous? Il y a des conditions préalables qui sont avancées, notamment une lutte avérée contre la corruption qui, de manière générale, freine l'entreprise privée. Cette même corruption freine aussi les institutions financières qui, lorsqu'elles prêtent de l'argent, espèrent en tirer quelques intérêts et surtout récupérer leur mise. Or, si cet argent est détourné ou utilisé à des fins autres que celles qui ont été annoncées, cela ne va pas fonctionner. Je salue tout de même le Fonds monétaire international qui a accordé, il y a quelques jours, un crédit rapide. De 400 millions de dollars. Oui, quelques 360 millions plus ou moins de facilité de crédit d'urgence. Cela veut dire que notre économie est très fragile pour qu'on puisse lui accorder cet instrument financier-là. Il est réservé à des économies faibles. Certains ont dit que c'est la preuve sans doute que la Banque centrale n'a plus de réserves en devises étrangères. Est-ce que c'est votre avis? De mon avis, il faut qu'on puisse avoir les éléments de la banque elle-même et de toutes les institutions qui sont en charge de cette matière. Ce qui est sûr, c'est que le FMI, pour pouvoir continuer son programme, a besoin de voir que les réserves puissent être augmentées. Et je crois, si j'ai bonne mémoire, il y a quelques jours, si pas hier, l'action du gouvernement dans ce sens a commencé pour rapatrier les devises nécessaires pour rééquilibrer ces réserves.
Et sur le plan social, qu'est-ce qui a changé selon vous? Beaucoup de déclarations, notamment la déclaration phare concernant la gratuité de l'enseignement de base, qui est en fait un prescrit de la Constitution. Et coûte que coûte, nous avons vu que le président proclamé a pour souci de la mettre en œuvre. Je comprends sa passion, mais il ne faut pas que la passion occulte la raison. Car mettre en place une telle réforme, il faut d'abord mesurer, faire l'inventaire de la situation, puisque les conséquences sont déjà là. Certains établissements voient leurs instituteurs et autres professeurs ne plus enseigner, puisqu'ils ne reçoivent pas leurs émoluments, leurs salaires qui sont nécessaires pour qu'ils puissent travailler. Car la vérité, c'est quoi? Le peuple s'était substitué à l'État et donc commençait à payer même les fonctionnaires de l'État que sont les enseignants des établissements publics. Vous voulez dire qu'il y a eu précipitation dans la mise en œuvre de cette mesure de... Vous m'avez posé une question sur le cas social. Je vous dis que la déclaration est là, mais la mise en œuvre n'a pas été considérée à sa juste valeur. Force est quand même de souligner que le chef de l'État a dit qu'il allait tout mettre en œuvre pour que les salaires impayés le soient le plus rapidement possible. La mise en œuvre de la Constitution demande des institutions fortes et une gestion très stricte du budget de l'État. Et c'est à cela que le gouvernement doit s'atteler et c'est ça qu'un chef d'État devrait impulser. Parlons un peu de la situation sécuritaire. Oui. Qu'avez-vous constaté comme changement? Je ne suis qu'un parmi le peuple. Mon regard est dirigé du peuple vers l'État. Et lorsque je regarde, je vois qu'à l'est du pays, on continue à massacrer nos pères. Malgré les annonces de changement d'état-major, de personnel militaire aux différents fronts, ces mêmes groupes terroristes continuent à semer la terreur et la mort. Les Nations Unies ont leur mission qui est installée dans notre pays depuis des décennies. Et jusqu'ici, nous n'avons pas encore pu éradiquer toutes ces poches de forces dites négatives. Et nous ne sommes pas encore arrivés à trouver une solution palpable pour nous qui sommes du peuple. Ne pensez-vous pas que la défense de frontières, de la sécurité d'un État, c'est d'abord l'affaire de l'armée nationale et que les Nations Unies ne peuvent constituer qu'un appoint? Tout à fait, c'est une force d'interposition. Elle n'a pas pour mission de faire la guerre. Ce sont bien des forces de paix. Ni de remplacer l'armée nationale. Cela va de soi. Ouais. Et j'observe que la nation, ne voyant ni le secours des forces armées, ni un appui plus soutenu des Nations Unies, commence lui-même à défendre son territoire en luttant contre ces rebelles et parfois en s'en prenant aux forces qui devraient stabiliser ou s'interposer entre les terroristes et notre population. Mais si vous étiez conseiller, supposons en matière de défense et sécurité à la présidence de la République, qu'auriez-vous conseillé au chef de l'État, Félix Tshisekedi? Je pense qu'il a déjà tous les conseils qu'il faut. Mais si je peux rajouter quelque chose, c'est quoi? Avant de mener toute action, il faut nécessairement s'asseoir, faire l'inventaire de la situation, identifier toutes les parties prenantes, leurs motivations, les raisons qui les poussent à être là, et à chaque segment, trouver des solutions, des actions correctives qui permettraient de mettre fin ou de couper à la racine les causes de ce mal. Vous pensez que ce n'est pas le cas pour le moment? Prenons le cas de soi-disant rebelles rwandais Hutus. Comment expliquer que ces rebelles, au lieu de s'en prendre au gouvernement rwandais en revendiquant de manière pacifique, ou puisque ce sont des rebelles de la manière qu'ils le font, sur le territoire rwandais même, s'en prennent plutôt à la population congolaise voisine et se livrent à un pillage des matières premières, des ressources naturelles
de la République. Il faut comprendre cette situation et essayer de trouver des solutions. Et comment vous interprétez cette attitude de ces ex-forces armées rwandaises d'Abiyarimana? Je pense que le président Mobutu, en son temps, lorsque le génocide se profilait, ou plutôt lorsque le Front patriotique rwandais attaquait le pays dont ils sont originaires, avait suggéré cela une fois que nos troupes, les forces armées zaïroises, avaient battu en retraite pour laisser les Rwandais régler leurs conflits rwandais. Félix Tshisekedi vient de prononcer son tout premier discours sur l'état de la nation. Oui. Avez-vous constaté des lacunes? Il y en a qui lui reprochent de n'avoir pas commencé par faire l'état des lieux. Dans quel état il a trouvé le pays et qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé? Est-ce votre avis aussi? Voyez-vous, le discours sur l'état de la nation est une tradition républicaine. Il appartient à tout chef d'État, depuis que nous sommes en Troisième République, de discourir, de faire une adresse à la nation à ce sujet. C'est d'ailleurs un autre prescrit de la Constitution, l'une des 3 ou 4 fois où le chef de l'État peut se présenter devant les assemblées nationales réunies en congrès. Le sénateur à vie Kabila Joseph l'a tenu 11 fois, donc plus ou moins 11 ans depuis que la Constitution de la Troisième République est là. Ce discours doit s'inscrire dans une continuité de l'État. C'est un bilan d'une année à une autre, permettant de voir les avancées. Concernant le président actuel, il n'a plus que prendre la mesure de ce qui avait été fait par son prédécesseur et donner ses perspectives pour ce qu'il a à faire pour l'année à venir. Comme vous l'avez si bien rappelé ici, il n'a un gouvernement qu'il n'y a que quelques mois. Donc l'action gouvernementale n'a pas pu encore prendre corps, n'a pas pu encore prendre forme. Pour ceux qui lui reprochent de ne pas avoir fait un état des lieux de la situation, vu la longueur de son discours, je pense qu'effectivement, il aurait dû prendre plus de temps à faire un état chiffré de la situation. Reconnaissons au sénateur à vie que lors de son dernier discours de l'état de la nation, lui avait pris des chiffres remontant même à 1960 et très souvent à 1990 et 97 pour montrer l'évolution qu'il a pu engranger durant son administration, mais c'était de la manipulation des chiffres dans la mesure où cette progression n'a été que très infime, considérant le temps qu'ils ont eu à gérer le pays et les résultats si peu palpables par la nation. Mais dans ce discours sur l'état de la nation, Félix Tshisekedi a dit notamment qu'il sera intraitable dans la lutte contre la corruption et la fraude fiscale. Dans l'interview que nous avons réalisée avec vous au mois de mai, vous avez lancé l'idée d'un bureau national d'investigation. Oui. Est-ce que vous vous rejoignez quelque part avec Félix Tshisekedi? Nous nous rejoignons dans cette idée qui, une fois de plus, est inscrite dans la Constitution. En effet, l'ordre judiciaire peut créer cet organe, une juridiction spécialisée qui peut à ce moment-là lutter contre des cas de crimes précis, la corruption notamment. J'observe toutefois que cet intérêt manifesté par le chef de l'État actuel entre plus ou moins en contradiction avec ce qu'il disait lors de son entretien avec vos confrères de France 24 et RFI, ici à Bruxelles, récemment, où il ne trouvait, selon lui, qu'il n'avait pas le temps pour ce qu'il a appelé les règlements de compte. Il n'avait pas le temps d'aller fouiner. Fouiner dans le passé et les règlements de compte. Écoutez, il sera visé. J'en ai bien l'impression, oui. Et c'est bien dommage. Oui. Qu'ils le comprennent là, simplement, probablement parce que les institutions financières et les investisseurs étrangers comme nationaux ont insisté pour qu'ils puissent se lancer dans la bataille de la reconstruction et de la croissance du pays, que cette question soit mise sur la table et que des
réponses et des solutions soient proposées. Vous pensez qu'il a subi des pressions extérieures? Il a entendu raison. Il faut régler les comptes. On ne peut pas laisser des choses en déséquilibre. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'il sera difficile pour Félix Tshisekedi de réussir ses réformes dans la mesure où ses alliés du FCC sont en quelque sorte les conservateurs, pour ne pas dire les forces du statu quo, et que lui, il se présente en réformiste? Un cas concret que je vais soulever ici. Un des parlementaires, je ne sais pas s'il est député ou sénateur, a déjà remis une proposition de loi pour la création d'une agence nationale de lutte contre la corruption aussi. Je crois que c'est le parlementaire Lokondo, si je ne me trompe pas. Donc cette proposition de loi est déjà dans le livre bleu de l'Assemblée nationale ou du Sénat pour qu'on puisse regarder cette question. Je pense que ce parlementaire est du FCC, si je ne m'abuse. Tout à fait. Donc nous voyons que, quel que soit le bord, on peut quand même avancer vers des réformes salutaires pour le pays. La difficulté pour le président proclamé, c'est qu'il ne peut arriver à ses fins qu'en ayant la caution, l'aval de l'ensemble des parlementaires, puisque notre pays est ainsi fait, que les décisions, les lois sont coulées en force par nos législateurs, qui sont nos élus. Il lui faudra beaucoup de travail de séduction et de persuasion pour faire comprendre à tous l'intérêt de la République. Il aura fort à faire parce que je crois que toutes ces personnes, toute cette classe politique ont contre lui une sorte d'épée de Damoclès qui sont prêts à tout moment à brandir ou à suspendre au-dessus de sa tête pour le recadrer si jamais il allait dans le sens contraire de leurs intérêts. Cette multiplication de commissions pour le changement de mentalité, agence pour la lutte contre la corruption, est-ce que ça ne traduit pas une impuissance dans la mesure où, au sein du ministère de la Justice, il y a des structures, notamment une brigade antifraude, qui aurait pu accomplir tout à fait la mission de la lutte contre la corruption et le blanchiment, la fraude fiscale? Il y a deux volets à cette interrogation. Le premier volet, c'est que lorsqu'on multiplie des organes ou des institutions, on multiplie également les dépenses. Exactement. Ce qui n'est pas intéressant, sauf si ces dépenses deviennent un investissement. Premier volet. Le second volet, et c'est ça qui est vraiment important ici, c'est qu'il faut fortifier les organes et les institutions qui existent. Vous avez cité le ministère de la Justice. Mais je n'irai pas plus loin, puisque je suis un membre de la nation, les représentants du peuple, qu'ils soient députés ou sénateurs, ont, dans ces différentes assemblées, des commissions permanentes. Ces commissions permanentes sont calquées sur les plus grands thèmes de la nation. Tout à fait. Politique, administration et justice, économie et finances, environnement et ressources naturelles. Donc tous les éléments sont là et j'en appelle justement à ces élus d'exercer leurs prérogatives de contrôle de l'action gouvernementale. Hormis cela, il y a aussi la Cour des comptes. Absolument. Qui est là. Il y a l'inspection des finances. Qui sont là pour surveiller les dépenses des différents pouvoirs, tant provinciaux que les pouvoirs nationaux. Donc, toutes les institutions sont là, mais il faut les fortifier. Je rejoins un peu ici le philosophe Blaise Pascal. Ne pouvant faire que la justice soit forte, il faut que nous fassions tout pour que la force devienne juste. Ceux qui ont le pouvoir doivent faire en sorte de l'utiliser à bon escient et en toute intelligence économique, j'allais dire. Évidemment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui surveille les gendarmes, comme on dit. Tout à fait. Ouais. La société civile est bien placée pour cela.
Il y a beaucoup d'observatoires qui existent et qui permettent, notamment l'Observatoire des dépenses publiques, la Ligue de lutte contre la corruption, et chacun d'entre nous, puisqu'il s'agit ici de l'argent public, a le devoir et en tout cas l'opportunité de dénoncer auprès des représentants du peuple toute situation qu'ils considèrent être de mauvaise aloi. Pensez-vous que la décentralisation a eu lieu? Parce que je vous ai entendu parler de la décentralisation et je vous prends au mot. Quel est l'état de la décentralisation, puisque même le Premier ministre actuel, Sylvestre Ilunga Ilukamba, il a dit que le développement doit partir de la base. 40% des recettes au niveau national doivent être normalement rétrocédées à ces provinces et à terme devraient être retenues à la source. J'ajoute à cela qu'il faudrait qu'il y ait 10% des revenus nationaux qui soient alloués à la Caisse nationale de péréquation pour permettre d'équilibrer au niveau des provinces leurs besoins en ressources, puisque certaines provinces sont mieux dotées que d'autres, particulièrement les provinces qui sont à des postes frontières, qui engrangent plus rapidement que d'autres des recettes. Donc, une fois que cette rétrocession aura été faite, alors les provinces pourront se développer et pourront être justement en contact direct avec les besoins de la population au niveau des provinces. Mais certains disent que la décentralisation, ou si vous voulez, ce découpage territorial a été fait à la va-vite. On aurait pu procéder progressivement à ce découpage territorial. En réalité, on procède déjà progressivement depuis probablement les années 80. Puisqu'il faut le savoir, le but ultime est le fédéralisme. Lorsqu'on enclenche des réformes, il faut penser non pas à un cycle électoral, mais plutôt aux intérêts de la République tout entière. Et le programme qui doit être fait doit être vu dans cette perspective-là. Et c'est ce qui a fait défaut jusqu'ici. Et je comprends les gens qui disent qu'on a fait ça à la va-vite. C'est-à-dire le découpage a été fait, mais les infrastructures, les institutions ne sont pas fortes à souhait pour pouvoir les mettre en œuvre. Le nerf de la guerre étant toujours l'argent, si déjà on n'arrive pas à contrôler nos recettes et nos dépenses, comment voulez-vous allouer cet argent public au développement du pays? Mais c'est l'idéal à suivre, c'est bien le point ultime vers lequel nous devons tendre et j'encourage d'ailleurs tous les représentants du peuple, sénateurs en premier, de travailler à cet objectif. Vous avez sans doute appris qu'on prépare la commémoration de la première année de la passation de pouvoir pacifique. À votre avis, il faut vraiment commémorer cette passation de pouvoir? Sans hésitation, c'est une erreur. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La toute première raison, c'est que commémorer une passation de pouvoir n'est pas quelque chose d'un intérêt primordial pour la nation. Surtout au regard des conditions dans lesquelles cette passation de pouvoir s'est faite et des résultats que nous voyons dans notre pays et dans la conduite du pays. Vous voulez dire que Kabila a beaucoup résisté avant de... Non, simplement que, la Constitution. Comme je vous le disais, l'alternance n'a toujours pas eu lieu. Ouais. Celui qui disait qu'il y a une vie après la politique, sky is the limit, etc., étonnamment, c'est celui qui négocie encore le casting des membres du gouvernement, etc. Donc finalement, il n'y a pas de vie après la politique. Et je déplore d'ailleurs son absence lors du congrès, puisqu'il est sénateur à vie. Il aurait dû se présenter comme tout sénateur lors de cet événement qui, celui-là, méritait d'être célébré et honoré. Donc, commémorer la première passation de pouvoir, pour moi, ça me fait penser à ces hommes d'affaires qui, lorsqu'ils ont atteint leur premier million de dollars ou leur premier milliard, fêtent quelque chose. C'est indécent. Mais il y a mieux que ça. Vous avez sans doute appris aussi qu'il y a un billet de banque collector qui a été imprimé avec l'effigie des deux présidents, donc l'ancien et l'actuel. Mon idée à moi, c'est qu'on devrait faire comme dans les pays comme les États-Unis d'Amérique, que sur les billets de banque, même si ça, ce sont, d'après ce que vous me dites, des billets collecteurs,
qu'on ne retrouva que, s'il fallait mettre des individus, les chefs d'État morts. Ça serait une... Donc Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré Kabila et par sans exemple, doute le Premier ministre Lumumba. Pourquoi pas? On pourrait faire ça plutôt que de louer deux individus qui finalement gèrent à eux deux le sort de toute la nation. Mais on doit peut-être reconnaître que Laurent Désiré Kabila avait résisté à cette tentation de mettre son effigie sur les billets de banque, en dépit de tout ce qu'on peut lui reprocher. C'est une bonne chose. Ouais. Je crois qu'à tout seigneur, tout honneur, dans ce cas-là, il est bon de reconnaître. Écoutez, on ne doit pas faire la politique pour devenir éternel, être encensé, avoir une sorte de culte de la personnalité. Pour cela, on peut se lancer dans d'autres activités artistiques, par exemple, qui vous octroieront l'éternité aux yeux de l'humanité. La mission d'un homme d'État, c'est de servir l'État. C'est un véritable sacerdoce. D'autres le faisaient à titre gracieux. Je ne sais pas si nos politiciens aujourd'hui seraient prêts à accepter de vivre que de quelques indemnités et primes et ne sortir des parlements qu'en ayant des résultats probants. Vous avez semblé regretter le fait qu'on semble gommer le président Mobutu de l'histoire de notre pays par les dirigeants actuels. Depuis l'avènement de l'AFDL jusqu'à ce jour, j'ai cherché, j'ai peut-être pas consulté tous les documents sonores et vidéos, un moment où l'on cite, où on reconnaît quoi que ce soit de positif fait par feu le président Mobutu. Je n'entends rien. Certains l'évoquent lorsqu'ils font des malaises lors de discours, d'autres l'évoquent pour parler de la débâcle ou de la faillite d'un État, mais lorsqu'on cite ce que lui a fait, dans les bâtiments qu'il a pu obtenir avec sa coopération avec la République populaire de Chine, par exemple, pour parler le palais du peuple, le palais du peuple, le stade Camagnola, ou stade des martyrs. Lorsque je vais encore citer le sénateur à vie qui, lors d'un discours à l'État de la Nation, s'enorgueillissait de dire que voilà, notre pays a dédié 15% de son territoire national à la conservation de la nature. Mais ce n'est pas de lui. C'est le maréchal Mobutu qui, lui, avait décrété cela, connaissant à raison et à suffisance toutes les potentialités de notre territoire en matière minière, mais il a considéré qu'il fallait réserver 15% de notre territoire à la conservation de la nature. Peut-être que les gens n'imaginent pas ce que c'est que 15% du territoire national, c'est près de 360 000 km², c'est la dimension de l'Allemagne ou du Danemark, si je ne m'abuse, réservé pour la conservation de la nature. Maintenant qu'on parle de réchauffement climatique, etc., et de transition écologique, ne faut-il pas louer celui qui, par son initiative, a permis que la charte de l'environnement voit le jour aux Nations Unies, pour ne citer que cela. Vous me demandiez s'il était possible d'éradiquer la corruption. Mais bien lutter, oui, mais éradiquer, est-ce possible? Il est tout à fait possible d'éradiquer la corruption. En faisant quoi? La corruption est un mal inhérent à la nature humaine. Ce n'est pas propre à la République démocratique du Congo, ni au Zaïre, comme le disait le maréchal Mobutu. C'est un mal qui est vraiment inhérent à la nature humaine. Des mécanismes existent. Première chose, pour parler que de notre pays, des actions correctives nécessaires sont à mettre en avant au niveau législatif. C'est la protection des lanceurs d'alerte, ce qu'on appelle les whistleblowers, les lanceurs d'alerte. Il faut les protéger. Ceux tels que Lumumba Jean-Jacques qui ont dénoncé des situations, ce sont des gens qui doivent être protégés par la nation, par l'État, pour qu'on puisse éradiquer la situation. Et permettre aussi à d'autres citoyens de signaler lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas. La lutte, c'est dans ce que d'ailleurs, lors de son adresse à la nation, le président élu Félix Tshisekedi a annoncé, c'est la chaîne non seulement des recettes publiques, mais également des dépenses publiques qui doivent être mises en place. On doit pouvoir surveiller et contrôler tout cela par toutes les assemblées qui existent, et lorsqu'il y a entorse, il faut le sanctionner par toutes les institutions judiciaires qui existent également, et même administratives. Savez-vous que lorsqu'un fonctionnaire de l'État
est pris en flagrant délit de corruption de manière générale, pas pour nous parler du terme juridique lui-même, s'il est condamné à une peine d'au moins 3 mois, il doit être révoqué à vie de la fonction publique. Je crois que rien que mettre en force cette disposition réglerait énormément de problèmes. Tout doit passer sans doute par l'existence d'une justice efficace et indépendante. Il faut fortifier la justice, il faut, si c'est nécessaire, nettoyer la justice de toutes les mangues pourries qui pourraient entamer tout le panier. Nous allons, dans le cadre de ce projet Damoclès que certains connaissent, où nous essayons de trouver des solutions, des réponses aux problèmes qui occupent notre République, engager une conférence débat le samedi 4 janvier 2020, le jour des martyrs. Sur quel thème donc? Le thème naturellement sera l'éradication de la corruption, et vous verrez à ce moment-là que les moyens existent, les institutions existent déjà, il faut maintenant qu'il y ait la volonté, et je crois qu'on pourrait enfin voir notre nation se relever, se développer et briller au centre de l'Afrique comme le flambeau qui, je vois, commence à ressurgir partout. Merci de nous avoir suivis.